et la psyché. Et qu'est-ce qu'il cherche? L'origine de souffrance. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il est également attendu? C'est soulagement. Alors, le divers, c'est plus intéressant pour moi. J'ai dit tout ça pour revenir sur divers. Quand je dis divers, ça veut dire, vous avez des sexothérapeutes, sexoanalystes, et les gens qui accompagnent les autres comme les coachs, et les gens qui vous parlent d'analyse transactionnelle, et Gestalt, et les autres. Mais ce qui est intéressant à retenir pour moi, c'est que chaque personne qui travaille dans le domaine de psyché, n'importe quel nom qu'il se donne, il utilise un pourcentage des différentes méthodes. Quoi qu'on dise. Par rapport de ses expériences personnelles, par rapport au cas qui est en face de lui, et par rapport aux résultats attendus. Et c'est comme ça qu'il faut retenir. Ça veut dire, en principe, on ne peut pas travailler que dans une discipline. C'est ça que j'ai fait sur ce tableau-là, pour arriver à ce point-là. On ne peut pas, même si un psychanalyste qui ne donne pas, n'écrit pas d'ordonnance, vous voyez quand même, c'est vraiment multidisciplinaire ici, si on veut avoir de bons résultats. Alors, moi je pense qu'ici, la meilleure façon, c'est rester sur ce tableau, comme je vous ai dit, simplement, avant que je termine, 2-3 phrases sur 3 informations que je voudrais vous donner. Je peux donner 3 informations? Vous avez encore 5 minutes. Mais je vais les très vite. Alors, nous avons une association pour votre information. Bien sûr, en France, depuis longtemps, il y a à Paris une association qui s'appelle Association des médecins, des dentistes et je pense même de pharmaciens. Et par rapport de cette association, depuis 3 ans, nous avons créé, que les membres fondateurs sont là, le Dr Pouyanfar et moi-même, une autre association qui s'appelle Ravan Pajouhan. Le mot est joli, ça veut dire les chercheurs dans le domaine de psyché. Alors notre objectif, c'est petit à petit commencer à travailler et faire des conférences publiques dans le domaine de psyché et faire également des traductions. On a déjà commencé à traduire une petite œuvre de Lacan en persan que, grâce à le Dr Pouyanfar, est en édition en Iran, ce livre, et c'est le premier livre, à notre connaissance, dans le domaine de psyché, que nous avons français en face persan, pour dire que nous sommes sûrs presque les mots qu'on a choisis et la façon qu'on a traduit. C'est ça, on essaie de continuer, même dans nos séminaires, on a décidé de faire 2 langues, français-persan, pour donner plus de rigueur à notre travail. Alors ça, c'est la deuxième information que je voudrais vous donner, c'est concerne ce petit livre qui est là, que vous pouvez l'acheter soit ici, soit sur Amazon. Ça veut dire Negari Larbodi et Douran Sabs. Quand vous avez, quand même, j'ai 2 métiers, psychanalyste et spécialiste de stratégie. C'est le côté des spécialistes de stratégie, que si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est édité par Amazon. C'est une chance qu'Amazon édite les livres en persan, parce que comme ça, quand on n'a pas malheureusement la distribution de livres en persan dans le monde, comme ça, au moins, on peut publier les livres. Alors, simplement 2 mots sur ce livre qui est sorti aujourd'hui, Hafez par Hafez. Ici, c'est résumé de 12 conférences que j'ai données sur Hafez, dont 3 ici. Et l'essentiel du travail, c'est que comment un psychanalyste lit Hafez. Qu'est-ce qu'il comprend entre les lignes de Hafez? Ça, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas trouver ici tout ensemble des interprétations de connaisseurs de Hafez depuis au moins 700 ans. Vous avez des ans qui sont coulés sur Hafez. Ici, vous avez ce point-là. Également, si ça vous intéresse, il y a également mon discours à l'UNESCO qui est là, j'ai fait il y a 2 ans. Et je serais ravi si vous venez dans l'inauguration d'une exposition. Alors, peut-être on va passer à la question. Voilà. Justement, un mot. Voilà. À 18h. Voilà. J'aimerais bien qu'on puisse continuer peut-être une autre séance. Et je voudrais bien inviter Dr Pouyanfar pour la prochaine séance. Voilà, nous avons le temps maintenant pour questions-réponses. On commence avec... Avant d'aller plus loin, Hassan vous a dit les livres qu'il avait là, etc. Il faut quand même ajouter quelque chose, c'est que Hassan a une fille qui s'appelle Shobra.
Shoura Makaremi, Shoura est tombé sur les mémoires de son grand-père maternel, c'est-à-dire le père de sa maman. Et c'est un ce que ce grand-père a écrit est extrêmement poignant, parce que ce qu'il écrit, qui est assez insupportable à lire, c'est l'histoire de finalement l'assassinat de ses deux filles, c'est-à-dire la mère de Shoura et la sœur de la mère, la tante de Shoura, par les autorités iraniennes. Et l'une, si je me trompe, avait laissé deux enfants en très bas âge, des nourrissons à la maison, et l'autre était enceinte d'un enfant. Et les deux femmes ont été fusillées, ou pendues, peu importe. Fusillées. La République islamique n'a pas épargné les femmes enceintes. Et donc ce livre, si vous pouvez l'acheter, ça vous donne une grande ouverture sur ce qui se passe dans l'Iran moderne depuis 30 ans. Le récit de ce vieil homme qui est un récit sans prétention. Il ne prétend pas être Victor Hugo ni Chateaubriand. Simplement, il écrit ce qu'il a vécu de la mort de ses deux filles, de la douleur d'un père que la petite fille a nous transmet. C'est en français. Alors, Cahier d'Aziz. Le cahier d'Aziz de Shoura Makaremi. Pardon? Shoura Makaremi. C'est ma fille. Vous tapez Makaremi, les cahiers d'Aziz dans Google et vous l'avez. Même au cas. Alors maintenant, les questions. Il y avait... Madame, c'est vous qui aviez la première question. Quelle était votre question? Chrono. Je crois qu'elle n'a pas su que je parle d'elle. Ouais. Oh, c'est une question, enfin bon, ça m'a préoccupé, c'est pas ce que je pense, c'est pas comment dirais-je, c'est une préoccupation, je voudrais savoir seulement la réponse, je suis ni pour ni contre. Je pense à propos des femmes, au point de vue physique, c'est-à-dire que les femmes, elles ont leur menstruation. Et quand elles ont ça, elles ont mal à la tête, mal aux ovaires, mal au ventre, et toutes ces histoires de la santé. Et ça dure quelques jours. Imaginons qu'une femme, et puis après, accouchement, il était des enfants, tout ça. Tout ça, ça pose des problèmes physiques au point de vue de la santé. Et à long terme, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, il y a la femme, tous les deux, supposons qu'on même sur le travail égal, tout ça dans une société qui est partagée. À long terme, l'homme, il peut avancer beaucoup plus que la femme, depuis des siècles. Est-ce qu'on a étudié sur ça, la physique de la condition de la femme, les souffrances, enfin des problèmes, ce genre. Est-ce qu'on a étudié ça? Il me semble que j'ai eu accès à des livres comme ça. Je suis entouré un peu de féministes, il me semble qu'on m'a déjà transmis des livres comme ça. Mais le résultat, c'est quoi? Quelle est l'influence de ça? On ne veut pas avouer. On ne peut pas avouer parce que... Alors, moi, je pense que, comme Simone de Beauvoir dit, on n'est pas une femme, on devient une femme. Vous voyez? Mais dans chaque culture, on est une femme différente, en gros. Oui, mais au point de vue physique, qu'est-ce que ça fait? Moi, je vous réponds à côté. Je ne vous réponds pas dedans. Et toi, tu feras une réponse dedans. Je vous réponds à côté. Quand vous dites les problèmes physiques, par exemple, pendant les règles, toutes les femmes ne l'ont pas. Et beaucoup de femmes que j'ai eu à soigner, ou en tout cas se sont soignées en s'appuyant sur moi, je dirais plutôt, leurs problèmes physiques venaient surtout parce qu'elles ne parlaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de balance entre dire les choses, ou si on ne dit pas les choses, c'est le corps qui parle.
Et la répression que vit la femme depuis des millénaires fait que, effectivement, du lieu de sa féminité, elle ne peut que souffrir. Sauf cas exceptionnel, et quand une femme est dans une famille, dans une situation avec un homme ou des hommes qui ne la détruisent pas, elle montre autre chose. Et je dirais même, j'ajouterais que quand vous venez en Europe, les Iraniennes ou les Arabes, puisque c'est deux mondes que je connais un peu, eh bien, les choses changent. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, les problèmes physiques dont vous parlez s'atténuent, deviennent beaucoup moins forts, même sans médicaments, à condition que la femme se permette de parler de choses sérieuses qui sont au fin fond d'elle-même. Et non pas simplement parler, je ne parle pas de politique, qu'elle ait accès à son désir intérieur, qu'elle ait accès à ses pensées intérieures, et qu'elle puisse communiquer à quelqu'un, pas forcément un homme ou une femme de métier, mais qu'elle puisse communiquer avec quelqu'un de ce qui se passe en elle. Généralement, les choses changent. C'est parce que vous n'êtes pas écouté et parce que vous ne parlez pas que vous avez ça. Mais justement, ces paroles que vous avez venues, il ne faut pas raconter, c'est justement ça. Alors, je dis, il y a deux façons de voir ça. On parle de différence de métabolisme. On est en train de parler clairement de différence de métabolisme. Ce n'est pas la même chose. Il y a deux métabolismes différents. Mais il y a des possibilités d'en parler ou non. Alors, pour dire à quel point c'est important, la souffrance que vous parlez de l'histoire du métabolisme féminin, pour un homme également, il y a d'autres souffrances. Vous ne savez pas s'il est en manque d'actes, il souffre aussi. Mais il en parle. Plus il en parle, et moins cette souffrance fait l'effet sur lui. Autrement dit, le problème de base, ce n'est pas différence de métabolisme. Le problème de base, c'est en parler, le mettre sur la place publique, au moins avec l'autre. Et c'est ces paroles qui fait la différence. Ce n'est pas différence métabolique. C'est-à-dire, la souffrance est partout. Les femmes, les hommes en souffrent, chacun à notre manière. Quand on écoute les hommes, nous, il y a des souffrances physiques même. S'il n'est pas autant que les femmes, mais il y a des souffrances. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en ce que vous avez expliqué, je parle des femmes, des filles, des femmes que j'ai connues qui ont eu des grandes, qui ont élevé dans les milieux européens, vous voyez, c'est-à-dire des Iraniens qui ont vécu en France, des parents très cultivés, mais qu'est-ce qu'elles souffraient? Elles ne pouvaient même pas se lever. Elles ont été chez le médecin, elles ont continué à leur traitement, tout ça. Mais c'est vraiment terrible, terrible. D'abord, je vous crois, parce que j'ai rencontré exactement ce dont vous parlez, donc je vous crois à 100%. C'est comme accouchement. Oui. Ça ressemble comme accouchement chez ce genre de filles. Et je reviens sur l'idée que le corps parle là où la langue n'a pas pu dire les choses. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est certainement pas la culture, ce n'est certainement pas la science chez un être humain, homme ou femme, qui vient résoudre les problèmes psychologiques. Et les problèmes psychologiques, ça vient vraiment de nos ancêtres. Ça vient vraiment de plusieurs générations. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'il y a 100 ans, l'Iran était... Le monde entier était mal foutu. Mais l'Iran était dans un état catastrophique sous les Qajars, et pour les hommes, et pour les femmes. La maltraitance qu'on subissait. Et nous, les générations suivantes, nous avons dû peu à peu nettoyer la maison. Jusqu'à combien nous avons pu nettoyer la maison? À chacun de le dire. Mais peu de gens prennent la parole. Que je vous dise, madame, de mon expérience, je n'ai pas parlé de mes difficultés avec les Iraniens qui s'adressent à moi. Je vais vous dire quelque chose qui m'avait... Pouyanfar est parti, dommage qu'il soit parti. Pouyanfar était pendant des années mon alter ego. Il m'a presque pris par la main pendant quelques années pour me faire avancer. Un jour, j'avais d'énormes difficultés, et j'ai toujours d'énormes difficultés dans ma relation avec les Iraniens et les Iraniennes. C'est un aveu,
entendez-le bien, j'ai toujours d'énormes difficultés. Alors, à quoi c'est dû? Certaines difficultés sont dues à moi. Certaines difficultés sont dues à quelque chose, peut-être de la surdité de ma part. Mais éventuellement, je reviendrai. Mais un jour, j'ai décidé, il y a très longtemps, hein, il y a 10 ans, 15 ans, je ne me souviens pas, de faire des statistiques sur 6 mois des Iraniens que je recevais, hommes et femmes. Je me suis rendu compte, je résume beaucoup, que sur 10 personnes qui me demandaient rendez-vous au téléphone, il y en avait au moins 2 qui ne venaient pas et qui ne me prévenaient pas. C'est-à-dire que c'était juste, docteur, s'il vous plaît, mais avec les ta'aruf que vous connaissez, avec énormément de choses, ils veulent me voir, je donne rendez-vous, ils ne viennent pas, mais ils ne me téléphonent même pas. Ce qui est rare, c'est pas que ça n'existe pas chez les Français et chez les Nord-Africains, mais c'est plus rare que chez les Iraniens. Généralement, puisque je parle arabe, un Nord-Africain me téléphone, il est charmé qu'un Iranien parle arabe, et c'est extraordinaire, un Iranien qui parle, qui peut communiquer avec. Donc, généralement, s'il ne vient pas, il me téléphone. Pas tous, mais généralement. 2 Iraniens sur 10 ne me téléphonent pas. J'attends et pour rien. Bon. Ensuite, sur les 8 heures qui restent, 3 ou 4 viennent une fois et ne reviennent pas. Peut-être que c'est dû à ma façon, à moi, de les accueillir. Et je me dis toujours ça. C'est d'ailleurs un réflexe de psychiatre. Si quelque chose ne va pas, il faut d'abord que je réfléchisse sur ce que moi, je n'ai pas pu faire comme je voulais. Alors, il reste à peu près 4 personnes qui dépassent le mois. Mais sur les 4 personnes qui dépassent le mois, maximum 2 dépassent les 6 mois. C'est-à-dire... Pardon? Vous êtes cher aussi. Pas du tout, madame. Je suis remboursé par la Sécu. Je suis remboursé par la Sécu. Excusez-moi. Autre secret. Ne vous fâchez pas. Je ne suis pas fâché du tout. Je ne suis pas fâché du tout. Mais vous avez un mauvais réflexe quand vous dites ça. Dites-vous bien que les Iraniens qui viennent me voir, en majorité, ont la CMU. Ils ne payent pas 1 centime. Pire, un jour... Moi, j'habite donc à 200 km de Paris, un soir par semaine. Pardon? Cette distance. Non, mais il consulte à Paris. Il va pas. Non, je suis à la Tour Eiffel. Donc, un soir par semaine, il faut que je prenne le train. Un soir, mon dernier patient est un Iranien qui a la CMU. Je dis, excusez-moi, je suis en retard, est-ce que votre chemin passe par Austerlitz? Il me dit, oui, j'habite à Créteil, je vous emmène. Je descends avec lui.